Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des Fiorina Talks. Vous savez, je rencontre les acteurs de l'école du futur, ceux qui sont en train de préparer cette école donc, du futur avec plein de challenges. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi donc Jean-Pierre Berthet. Il se présentera dans quelques instants. J'allais dire, nous nous suivons depuis longtemps plutôt dans le domaine du numérique. Et pour être tout à fait honnête, il y a un large déséquilibre puisqu'il me like et me cite plus souvent que moi. Et puis, donc, la semaine dernière, dans une réunion au cours de laquelle nous avons participé tous les deux, il a évoqué une notion nouvelle pour moi, qui est derrière le sigle SOTL. Je n'en dis pas plus, il vous m'expliquera pour ce qu'il en est. Et donc là, je me suis dit que c'était l'occasion et l'opportunité de rétablir un petit peu l'équilibre. Et c'est pour ça donc que je l'ai invité à nous parler de cette notion. Jean-Pierre, donc merci. Alors, comme on se connaît, on va bien évidemment se tutoyer. Avec plaisir. Peut-être dans un premier temps, rapidement te présenter et puis dire ce que tu fais à l'heure actuelle. Bien, merci en tout cas Jean-François pour l'invitation. C'est un plaisir de participer aujourd'hui. Donc Jean-Pierre Berthet, moi je suis directeur délégué au numérique à l'Institut des compétences et de l'innovation de Sciences Po à Paris. Mais avant d'être à Sciences Po, j'ai beaucoup travaillé dans les écoles d'ingénieurs, notamment dans la région Rhône-Alpes, à Centralion pendant 15 ans. Et avant, je travaille en fait sur toutes les questions liées à pédagogie numérique depuis les années 80, donc ce qui fait de moi des dinosaures du numérique et de la pédagogie. Mais parfois, avoir un petit peu de recul, ça permet aussi d'avoir un petit peu aussi d'expérience à transmettre. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. On est là pour parler SOTL. Alors, SOTL, c'est un concept qui date des années 90, qui nous vient des États-Unis. D'un chercheur qui s'appelle Boyer, qui était à Carnegie Mellon. Et en fait, lui a travaillé beaucoup sur finalement la professionnalisation du métier d'enseignant-chercheur, le côté expertise. Hein, SOTL, ça veut dire Scholarship of Teaching and Learning. Et il a travaillé d'abord, lui, sur la notion de scholarship, c'est-à-dire en fait l'expertise que devait avoir un enseignant-chercheur. Et il le résumait à 4 points, cette expertise. C'est d'abord le Scholarship of Discovery. En science, c'est la découverte. C'est vraiment le travail du chercheur. Et ensuite, le Scholarship of Integration, c'est l'intégration des connaissances, le fait de publier. Le Scholarship of Application, qui est la transmission de la connaissance, son transfert notamment de la R&D vers, par exemple, des startups. Et puis le dernier qui était le Scholarship of Teaching, qui est la dernière dimension, qui était l'enseignement. Et assez rapidement, le Scholarship of Teaching est devenu le Scholarship of Teaching and Learning, parce qu'il y a une interaction forte avec l'apprenant. Alors, comment ça se traduit, en fait? L'idée, c'est de dire finalement, appliquons à l'enseignement les mêmes méthodes que la recherche. Et si on veut mesurer qu'un enseignement transformé par une innovation pédagogique, qu'elle soit uniquement d'ailleurs numérique ou pas d'ailleurs, hein, toute innovation pédagogique, ben finalement, on peut mesurer sa qualité. C'est pas simplement dire, ah bah oui, les étudiants trouvent que mon cours est mieux, ou je trouve que le cours est plus sympa, mais est-ce qu'on peut mesurer vraiment la qualité perçue et les progrès réalisés. Donc, c'est l'idée même du Scholarship of Teaching and Learning. C'est un processus réflexif de l'enseignant sur sa pratique et sur le fait qu'ils doivent finalement mesurer, quand il met en place une innovation pédagogique, quel est l'apport de cette innovation. Et ça se fait par les méthodes de la recherche. Donc, ça a 2 intérêts, en fait, c'est utilisé de 2 manières. La première, c'est de permettre à l'enseignant, en utilisant les mêmes méthodes de la recherche, c'est d'être aussi capable de publier sur ce qu'il fait en enseignement. Alors, ça ne se prête pas à toutes les disciplines, mais il y a des disciplines dans lesquelles il y a des revues qui permettent de publier sur ce qui est fait en pédagogie. Et donc, ça rentre dans le scope recherche de l'enseignant. Il peut considérer sa pratique en ayant des publications supplémentaires. Quand j'étais à Centralion, j'ai un collègue en chimie qui a mis en place cette méthode-là. Et donc, lui, il a pu publier dans des revues dans le domaine de la chimie des éléments qu'il a fait sur l'enseignement de la chimie et sur la transformation pédagogique qu'il avait fait au niveau de ses étudiants avec des méthodes de mesure. C'est voilà ma pratique, je le regarde, je veux faire une amélioration. Donc, je mesure l'état dans lequel sont mes apprenants avant de la mettre en place.
je la mets en place et je mesure après. Lui avait par exemple vu qu'il a mis en place une classe inversée avec ses étudiants, plus des micro-examens pendant les amphis pour mesurer si les étudiants apprenaient bien le travail fait en amphi avant d'aller en TP. Et il avait mesuré ce que les apprenants étaient capables de faire avant la mise en place de sa méthode. Il avait analysé sa méthode. Il avait vu que la gaussienne des notes s'était déplacée de 2 points. Donc, il avait un instrument déjà de mesure qui était de dire, finalement, j'ai amené mes étudiants à mieux réussir les examens finaux. Et ça, c'était dû exactement au processus d'apprentissage qu'il avait indiqué. Donc, premier effet, c'est la possibilité de publier sur ce que l'on fait en pédagogie. Alors, par exemple, en sciences de gestion, je sais qu'il y a typiquement un certain nombre de revues dans lesquelles il est possible de publier sur ce que l'on fait en pédagogie. Et nos matières s'y prêtent bien. Enfin, nos disciplines, les disciplines qui sont enseignées s'y prêtent bien. Exactement. Les disciplines que tout ce qui est soft skills également. Le travail sur les soft skills, le travail sur les études de cas, les choses de ce type-là, il y a un certain nombre de moyens de publication et il y a aussi un certain nombre de congrès dans lequel il est tout à fait aussi possible de présenter un certain nombre de travaux. Les congrès de la IPU, par exemple, au niveau international, sont un exemple d'endroits où on peut présenter des activités pédagogiques. Alors ça c'est le premier effet. Qui ne doit pas être le seul effet, parce que s'il est vu comme ça, finalement, c'est de dire on enferme de nouveau l'enseignant-chercheur dans quelque chose qui est très proche de la recherche, en disant publier, publier, publier. Bon, voilà. Mais vous intéressez en matière de formation continue, notamment, enfin, ou de professionnalisation. Enfin. Tout à fait. L'autre effet, c'est effectivement la professionnalisation de l'enseignant et le fait que l'enseignant, finalement, a un regard réflexif sur sa pratique et dans une logique d'amélioration continue de sa pratique. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, l'effet le plus important de cette démarche de SOTL, c'est d'être outillé pour voir comment évoluer dans sa pratique. Alors, généralement, ce que l'on propose, c'est que ce travail-là, si possible, ne doit pas être fait seul. C'est-à-dire que si l'enseignant veut progresser par le SOTL dans la manière de faire ses cours, c'est très bien qu'il y ait soit un conseiller pédagogique, soit un ingénieur pédagogique, soit éventuellement un père, un collègue qui est déjà passé par là, de la même discipline, qui est là pour l'aider à transformer sa pratique et à dire également quelles sont les méthodes qu'il lui a mis en place en termes d'évaluation. Donc ça, c'est quand tu as un collègue de la même discipline. Et quand c'est un conseiller pédagogique ou un ingénieur pédagogique, ça peut venir plus de méthodes venant des sciences de l'éducation pour mesurer les effets de son apprentissage. D'accord. Et comment? Il y a un processus qui est certifié ou comment? Chacun va définir son propre process. Alors, là où c'est intéressant, c'est que ça peut être assez variable et ça peut être aussi relativement en lien avec la discipline, parce qu'en fait, les méthodes d'évaluation de la recherche ne sont pas les mêmes quand tu es en sociologie, ou tu es en mathématiques, ou tu es en sciences de gestion. Et assez généralement, on s'aperçoit que le SOTL essaye de s'adapter par rapport à ça. C'est-à-dire, typiquement, dans certaines disciplines, on va plus travailler avec des focus group, avec des étudiants, par des enquêtes. Dans d'autres cas, on va plutôt être dans l'observation de pratique. Donc, il n'y a pas de cas standard, et c'est plutôt avec les méthodes de la recherche que connaît le chercheur que généralement on travaille. Alors, il y a quand même, et je pourrais te les envoyer, un certain nombre d'universités qui ont fait des digests vraiment bien faits. Je pense notamment à l'université Laval, où ils ont une page dans les méthodes pédagogiques où ils ont donné un certain nombre de concepts. Ils ont mis aussi 4 niveaux entre l'enseignant de base jusqu'à un enseignant praticien et puis un enseignant expert, avec des conseils sur la mise en place, des références aussi de mise en place. Et donc ça peut être très utile quand on veut se lancer là-dedans. L'intérêt vraiment, c'est d'essayer d'être vraiment dans la mesure de ce que l'on fait, de dire, voilà, je mets en place une nouvelle méthode auprès de mes étudiants. Comment je fais pour m'assurer qu'il y a un gain au final pour eux? Ben, ce gain peut être de différents types. Je donnais l'exemple de mon collègue en chimie qui mesurait vraiment l'effet sur l'examen, mais le gain peut être différent. Ça peut être sur
sur le temps de l'étudiant, ça peut être sur la profondeur des apprentissages. Là aussi, c'est vraiment un travail à définir avec l'enseignant de réflexion sur finalement vers où il veut emmener ses étudiants. Alors, ça peut se combiner avec d'autres aspects. Typiquement, une méthode SOTL, quand tu mets en place une approche par compétence, quand tu transformes ton cours d'un cours classique à un cours avec une approche par compétence, ça peut tout à fait être le bon moment pour mesurer entre ce que tu avais avant et ce que tu mets en place maintenant, quels vont être les écarts, les transformations qui vont s'apporter. Oui, et puis ça peut être également une base de collaboration et de mutualisation, hein, parce que Complètement. chacun est fait de l'innovation pédagogique, j'allais dire un peu dans son coin, et si ça se trouve, la méthode que j'imagine ou que je souhaite mettre en place a déjà été élaborée ou testée ailleurs, ça a été efficace ou pas, et ça pourrait aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'il y a peut-être besoin dans l'innovation pédagogique de passer à cette phase de... Ouais, Exactement. Alors, ça incite du coup l'enseignant à regarder ce qu'ont fait les autres et à s'intéresser aussi à des colloques, des congrès, des publications qui ont déjà été faites sur le sujet, puisque le principe du SOTL, c'est aussi de publier. Donc, se dire, bah, tiens, est-ce que dans ma discipline, il y a déjà des gens qui ont publié des choses sur le type de cours que je fais, et donc s'intéresser du coup en termes de recherche à ce qu'ont fait les autres, et puis aussi de donner envie de le partager, c'est-à-dire d'en faire une publication, voire de communiquer dans une conférence. Ça, c'est en externe, mais aussi en interne. C'est un très, très bon outil qui permet de dire dans une communauté, dans une école d'enseignants, de dire, ben voilà, tel collègue a mis en place une innovation. En plus, il l'a mesuré, il en a fait un article, il vient l'exposer, et il montre aussi, donc il y a un double effet, c'est à la fois sur sa méthode pédagogique elle-même qu'il présente aux autres, mais aussi sur la méthode qu'il a mis en place pour avoir une certaine rigueur dans la mise en place de son innovation. Alors, tu l'as dit, c'était créé aux États-Unis. Tu as parlé du Canada également, où c'est fortement développé. Qu'en est-il de l'autre côté de l'Atlantique, en France? Est-ce que c'est Alors, une pratique utilisée ou des réflexes communs pour... pas suffisamment, on en est un petit peu au démarrage. Je dirais que nos collègues belges ou suisses sont un petit peu plus en avance que nous. Bon, ce qui est assez classique malheureusement, mais c'est des pratiques qui commencent à arriver. Alors, moi j'avais vu quand même l'intérêt, notamment dans les universités ou dans des écoles d'ingénieurs publiques où on a des enseignants-chercheurs donc qui sont quand même, il faut le dire, jusqu'à présent beaucoup notés sur le volet recherche, hein. Se dire, il y a un intérêt finalement pour moi parce que je vais quand même pouvoir publier sur ce que j'ai fait dans ma discipline. Et donc ça, finalement, c'est un atout qu'il ne faut pas négliger, même s'il ne faut pas enfermer quand même le SOTL là-dedans. C'est en train de bouger, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un gros travail qui a été fait au niveau du ministère sur le référentiel des enseignants-chercheurs et sur la formation des enseignants à la pédagogie. Et là, du coup, c'est un moyen qui, pour moi, est important, même si je pense qu'on est quand même encore un peu en retard en France. Je peux te donner l'exemple de Carnegie Mellon où c'est né, cette méthode est née. Ils ont un institut sur le SOTL qui a été créé au niveau de Carnegie Mellon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très institutionnalisé. Et si je comprends bien, c'est l'alliance à la fois donc, du prof-chercheur, la dimension recherche, on sait qu'il l'a, mais il y a maintenant donc, cet aspect pédagogie tout à Et fait. puis, d'utiliser les méthodes de la recherche sur sa pratique pédagogique. Finalement, quand tu es chercheur, tu as un objet et tu as des méthodes d'analyse de cet objet, de cette pratique. Les outils, il les a. Donc, tu dis challenge, tu fais ça sur ton cours. C'est-à-dire que tu mets en place une innovation, mesure. Tu sais mesurer un état initial, tu sais mesurer un état final. Tu peux mesurer un processus. Mets en place des outils pour toi et pour tes étudiants pour être capable de recueillir de manière précise qu'est-ce que ton innovation a apporté. Donc ça se trouve, ça sera les critères de classement de l'accréditation dans les années à venir. Euh, les étudiants, du côté des étudiants, alors a priori, tu l'as dit, ils peuvent participer à des focus group. Ouais. Quels sont pour eux les avantages? Est-ce qu'ils participent à ce processus? Alors, généralement, oui, c'est-à-dire que dans le travail qui est demandé, ça passe forcément soit par des enquêtes, soit des focus group, soit des interrogations, alors, qui sont d'ailleurs
complémentaires. Généralement, on fait tous dans nos établissements des retours et de l'évaluation des enseignements par les étudiants, mais généralement qui sont assez des grilles qui sont faites pour tous les cours, c'est-à-dire où tu as une grille d'évaluation de l'enseignement. Là, ça permet de dire aux étudiants, je vais aller un cran plus loin avec vous, je veux quelque part que vous me notiez, que vous me donniez des retours, et donc les étudiants généralement sont assez intéressés pour faire ces retours-là, surtout s'ils savent que l'enseignant va les intégrer dans l'amélioration de sa pratique. C'est-à-dire que on n'est pas dans, je dirais, la demande institutionnelle de dire on a une évaluation des enseignements, les étudiants répondent et puis on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Là, on est dans une relation peut-être plus directe avec l'enseignant qui, lui, demande aux étudiants des retours sur son cours, mesurables, et qui va les mettre en œuvre dans une boucle plus proche d'eux. Donc, c'est plutôt bien perçu par les étudiants. Et ça peut servir également de critères de mesure de l'évaluation de l'innovation pédagogique d'un établissement. Effectivement, si tu es dans un établissement, par exemple, où tu décides de financer des projets d'innovation, chaque année, tu peux dire, voilà, je mets tant de moyens pour financer des projets d'innovation pédagogique. Ça peut être un des critères que tu mets, de dire, moi, je finance des projets, mais je veux que ça soit mesurable. Et dans les méthodes de mesure, on vous propose de prendre le SETL comme outil de mesure et donc vous engagez, s'il y a un financement de projet sur 2-3 ans, à faire un état initial et puis un état final qui sera finalement une publication. Ou au moins un retour vers les collègues, mais dans une logique scientifique. D'accord. Alors, on va sortir un petit peu de ce sujet. Quand tu t'es présenté, tu as dit comment je suis, entre guillemets, bien évidemment, un dinosaure, donc, puisque j'ai vu toutes ces évolutions. Allez, quelles sont les évolutions dans le monde de l'éducation qui t'ont le plus fasciné? Alors, il y en a plusieurs. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est la tendance à réinventer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que depuis les années 80, il y a un certain nombre de principes de base qu'on s'est employé à réinventer au fur et à mesure. C'est-à-dire que voilà, à l'époque du multimédia et des CD-ROM, on a inventé un certain nombre de choses qu'on a oubliées au début de l'Internet, puis qu'on a redécouvert d'une autre manière, qu'on a redécouvert à l'époque des MOOC. Donc, on a un peu tendance à oublier ce qui se fait dans le passé. Et on parle chaque fois de révolution, mais on a plutôt des évolutions successives avec je dirais des pratiques qui se sont empilées petit à petit. Et moi, ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est de voir que jusqu'à présent, on avait quand même une certaine barrière de la technologie qui restait quand même complexe à appréhender pour les enseignants, et que les derniers mois qu'on a vécu avec la pandémie ont été quand même un accélérateur assez formidable. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de barrières à l'usage d'un certain nombre d'outils, peut-être qui sont devenus plus simples aussi. Tu vois, là, on est tous les deux en visio et les enseignants ont pratiqué des cours en ligne et ils se sont aperçus qu'ils pouvaient faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire classiquement. Je donne un exemple. Nous, on n'utilise pas Teams, mais on utilise Zoom. Dans Zoom, il y a une fonction qui est la fonction qui existe maintenant dans Teams aussi, de répartir les étudiants en sous-groupes et de faire du travail en sous-groupe. Et moi, j'ai des enseignants qui disent, ah, même moi, dans mon amphi à 300, je ne faisais jamais des sous-groupes, je ne pouvais pas. Et là, je peux le faire. Donc, en fait, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert et dans une appropriation de la technologie. Donc, ça veut dire que maintenant, la part revient à l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, et tant mieux, c'est-à-dire qu'il faut que l'innovation, que les outils restent que des outils. Mais comme ils sont plus faciles à utiliser, à manipuler, je pense que là, on va rentrer dans le vrai champ de l'innovation, la technologie étant pas une barrière. Et donc ça, je pense que c'est ce que je peux retirer. Et puis quand même, un point, c'est la transformation, mais qui est globale, qu'a apporté l'Internet et la rapidité des réseaux, donc le déploiement des réseaux et le web. On a de la peine à imaginer que Tim Berners-Lee a inventé ça il y a à peine 30 ans, quand on voit les usages qu'il y a maintenant de manière très, 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 très large et ce qu'on peut en faire en pédagogie. Ce qui reste probablement à faire, c'est peut-être... alors ça, c'est une réflexion que nous, on a à Sciences Po, mais je pense que d'autres l'ont, et tu l'as certainement, c'est apprendre à nos étudiants à savoir manipuler ces technologies comme étant des citoyens responsables.
c'est la notion d'infobésité, la notion d'être de leadership numérique, la notion d'être aussi responsable pour ses équipes, les notions de cybersécurité, de savoir aussi se protéger et protéger son entreprise. Donc de ne pas être des naïfs du numérique qui l'utilisent parce que c'est facile à utiliser, mais plutôt des acteurs éclairés. Alors dans le débat aussi, hein, c'est-à-dire que nous, voilà, tout le combat autour des fake news, autour de faire que nos dirigeants demain soient éclairés par rapport aux aspects numériques. Pour moi, je pense que c'est fondamental. S'il y a deux axes dans lesquels je pense qu'il faut que les transformations pour nos étudiants soient fortes, c'est tout ce qui est transformation environnementale et transformation numérique. C'est vraiment les deux, pour moi, champs qui me semblent vraiment très importants pour que nos étudiants soient transformés demain. Alors, on arrive au terme de l'entretien. Le rituel, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui pose cette question. Alors, quelle est la question que tu aurais aimé me poser? Alors, tu m'as demandé comment les 30 dernières années, comment j'ai vu l'évolution des 30 dernières années. Moi, j'aimerais te poser la question, comment toi tu vois, alors pas à 30 ans parce que c'est impossible, mais peut-être à 5 ans pour toi, c'est quoi peut-être la pédagogie ou la technologie qui va être le plus emblématique pour toi? Est-ce que tu crois au métaverse qu'on essaye de nous vendre par les GAFA ou pour toi c'est autre chose qui va se passer? Non, je crois à la complémentarité de tout. Et donc, dans les cycles de formation que nous aurons en fonction du type de public, on aura soit une complémentarité de ces différents aspects, aussi bien du face-à-face, pour des réponses à des questions, pour de l'expérimentation, et puis ensuite du métavers pour d'autres aspects, qui peut être là aussi une autre forme d'expérimentation, peut-être ensuite du distanciel, peut-être ensuite du high flex, ou de l'hybride, parce qu'on aura des intervenants potentiels qui peuvent témoigner, qui sont à l'autre bout du monde, donc ça sera ça. Complètement. Peut-être que dans d'autres aspects sur du micro-learning ou des open badges, on sera sur du métavers ou sur d'autres éléments. Donc je pense que il y aura la notion de contenu qui est particulièrement importante, et je crois qu'on est d'accord tous les deux de dire c'est un grand retour de la pédagogie Oui. et du prof. Oui. Et ce prof, comme il va scénariser, il aura une plus grande possibilité d'usage ou de techno ou de moyens, parce que si on dit techno, c'est un peu réducteur, mais de moyens possibles à utiliser. Voilà. Et donc, le cours de demain, ça sera ce contenu. Reste à voir comment il l'a créé, d'où ça vient, et la question très en amont de la recherche ou d'utilisation de contenu produit par d'autres, et avec une valeur ajoutée pédagogique, dans certains cas complémentaires, dans d'autres cas spécialisés. Donc, ouais. C'est important. Et juste peut-être pour revenir ce que tu as évoqué sur l'aspect étudiant, on voit bien un chantier de transformation pour nos profs, pour nous aussi, parce que ça suppose des équipes support, des équipes polyvalentes, mais également d'apprendre à nos étudiants à apprendre, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des trucs absolument merveilleux, et puis que les étudiants n'ayant pas préparé passent totalement au travers. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'il y a aussi une dimension alors, qui rejoint ce que tu dis sur la variété hein, des situations en fonction des contextes, qui est aussi, mais ça c'est un de mes dadas, c'est aussi de repenser nos campus pour que finalement on ait une complémentarité entre le digital et le réel, qu'on ait vraiment des campus digitaux, c'est-à-dire un espèce de continuum entre les deux, et dans lequel l'apprentissage informel, par exemple, pourra se faire aussi bien quand je suis dans un campus ou en ligne, et que, voilà, pour un étudiant, finalement, venir dans un campus, c'est pas de venir dans un amphi pendant 6 heures, c'est plutôt aménager des rencontres, des espaces de travail, du formel, de l'informel, et chose qu'il retrouvera aussi de manière numérique. Donc, c'est une pensée un petit peu globale entre les deux aussi, pour ne pas oublier le côté physique. Tout à fait. Et pour nos établissements qui sont dans une bataille internationale avec une notion d'image de marque et une attente très forte de la part de nos étudiants en termes d'expérience, le fait de se dire, oui, il y a mon campus donc, qui est totalement réorganisé, mais il y a également, moi en tant qu'étudiant en échange à l'étranger, en stage ou en alternance, je peux rentrer dans le campus jumeau virtuel pour certaines
Et donc, je peux aussi bien passer du virtuel au physique que du physique au virtuel. Et j'aime bien cette expression, oui, d'école globale que l'on doit organiser. Bon, bah, je crois que ça nous fera l'occasion d'autres débats et d'autres échanges. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était passionnant. Et Je t'en puis, prie. à très, très bientôt. À bientôt. Tu as arrêté l'enregistrement?